Maintenant, on peut enfin dire « ce n'est pas photoshopé ». Léo Messi remporte la Coupe du Monde et ajoute la dernière pièce à une carrière parfaite. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons analyser comment l'Argentine a détrôné la France dans l'une des finales les plus brillantes de l'histoire de la Coupe du Monde. Abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo pour la victoire de l'Albiceleste. Sans plus tarder, commençons. L'une des principales intrigues d'avant-match incluait la formation avec laquelle Lionel Scaloni commencerait le match. L'Argentine ayant utilisé 4 formations différentes tout au long du tournoi avec plus ou moins de succès. À côté de nous, beaucoup ont prédit qu'Angel Di Maria apparaîtrait sur le banc, car sa condition physique après sa blessure était mise en doute. Cependant, le coach a décidé de prendre un risque et de commencer par le numéro 11 sur le terrain. Spoiler alert, il ne s'est pas trompé. La position d'Angel, qui joue traditionnellement à droite en Argentine, a également surpris. Cette fois cependant, il a été placé sur l'aile gauche dans une formation 4-3-3. Julián Álvarez est passé au centre et Léo Messi a joué sur l'aile droite. Bien sûr, le positionnement de Léo était assez conditionnel car il a tendance à avoir un rôle libre, avançant souvent aussi au milieu de terrain. Dans de tels cas, Rodrigo de Paul a couvert l'aile droite du milieu de terrain et la formation argentine s'est transformée en 4-4-2. De plus, parmi les options évidentes, il convient de souligner l'apparition de Tagliafico comme arrière-gauche au lieu d'Acuna. Le choix a été influencé par la santé physique de ce dernier qui n'était pas tout à fait optimale après la blessure. Du côté de la France, Didier Deschamps a ramené Rabiot et Upamecano en équipe première qui avait raté la demi-finale contre le Maroc pour cause de maladie. Par conséquent, le 11 de départ ne contenait aucune surprise. Avant la confrontation finale, les fans ne pouvaient guère s'attendre à ce qu'une équipe domine complètement l'autre pendant une longue période, même si pendant toute la durée de la première mi-temps, nous n'avons vu qu'une seule équipe sur le terrain et c'était l'Argentine. Que dire ici si les Bleus n'ont enregistré aucun tir sur le but adverse dans les 45 premières minutes de la rencontre? Si l'on met de côté l'impression que l'Albiceleste était simplement plus motivé et voulait plus gagner la finale, on peut remarquer plusieurs aspects significatifs qui ont poussé les équipes à faire une pause avec une avance de 2-0 en faveur de l'Argentine. Avant tout, les hommes de Scaloni se sont constamment créé un avantage numérique dans la préparation en raison de la chute de Messi au milieu du terrain. Léo a non seulement ajouté une option pour jouer le ballon, mais a également attiré l'attention des adversaires, donnant plus d'espace aux partenaires. Deuxièmement, il faudrait saluer le travail de l'équipe sur l'aile gauche offensive. La présence d'Angel Di Maria était déjà une grosse surprise pour la France, mais son apparition à gauche dans la zone de Jules Koundé a été le principal choc tactique du début de match. Croyez-le ou non, l'idée de Scaloni ne réside pas non seulement dans le positionnement de Di Maria, c'est Alexis Mac Allister qui a aidé dans la zone d'Angel, faisant constamment une majorité numérique. Néanmoins, cela a forcé les Français à réagir, alors Ousmane Dembélé a dû venir à la rescousse de Koundé pour minimiser l'avantage de l'adversaire. Les manœuvres mentionnées ont finalement conduit au moment à un pénalty accordé lorsque Di Maria a trompé Dembélé dans une situation de 1 contre 1 et Ousmane a commis une faute de débutant dans sa propre surface. Ensuite, il y a eu une exécution parfaite du coup de pied par Léo et 1-0 sur le tableau de bord. Dans l'ensemble, l'Argentine a été impressionnante avec sa concentration sur le but de l'adversaire. En règle générale, l'Albiceleste avait 6 joueurs à l'avant en attaque, obligeant la France à défendre plus profondément que d'habitude. Parfois, les Bleus avaient du mal à penser à des tentatives d'attaque en raison de la pression de l'Argentine. En outre, un autre sujet qui mérite notre attention pourrait être la qualité du pressing argentin impitoyable, étouffant ainsi souvent toutes les chances de la France d'attaquer. En particulier, un pressing aussi intense a conduit au moment qui a abouti au deuxième tir précis contre Hugo Lloris. Le coup lui-même était un chef-d'œuvre parfaitement livré. La pure musique du football. Seulement 10 secondes se sont écoulées depuis l'interception de Molina dans sa moitié terrain jusqu'à la frappe décisive de Di Maria. Tout le monde a fait du bon travail pour placer celui-ci dans le filet. Molina, Mac Allister, Messi, Álvarez, encore Mac Allister et Di Maria. Fait intéressant, Didier Deschamps a également admis le début de match raté de son équipe, optant pour un double remplacement dans les 45 premières minutes. Au lieu de Giroud et Dembélé, nous avons vu Marcus Thuram et Randal Kolo Muani monter sur le terrain. En fait, la perspective que la France puisse égaliser ne ressemblait pas à une chose courante à faire, mais plutôt à un miracle.
Les Bleus n'ont réussi le premier tir cadré qu'à la 71e minute. Mbappé a lancé le ballon au-dessus du 8 d'Emiliano Martinez. Mais ensuite, nous avons assisté à l'incroyable magie de Kylian Mbappé qui a réussi à marquer un doublé en seulement 90 secondes, égalisant le score. Ici, il faut tenir compte de la mauvaise performance d'Otamendi dans l'épisode du penalty mérité de Kolo Muani. Eh bien, avez-vous déjà remarqué le nombre anormal d'erreurs individuelles des joueurs qui se sont traduites par pas moins de 6 buts marqués lors de l'affrontement? Les 3 pénaltys ainsi que la frappe de Léo Messi dans le temps supplémentaire lorsque la France a autorisé à tirer 2 fois sur Hugo Lloris à bout portant sont essentiellement le résultat de mauvaises performances en défense des deux côtés. Au cas où vous vous poseriez encore la question, l'Argentine était de loin la meilleure équipe de cette finale et méritait de gagner dans le temps additionnel. Dès lors, le fait que l'Albiceleste ait pu terminer tout le parcours semble d'autant plus absurde, si ce n'est pour l'arrêt fou de Martinez dans les dernières secondes de la prolongation, quelques minutes après le tir de Kolo Muani. Même avant la séance de tir au but, nous avions le sentiment que l'Argentine était déjà championne du monde et les garçons de Scaloni ont battu avec confiance l'équipe de Deschamps dans ce thriller psychologique d'un match. Bien sûr, le gardien des tirs au but Martinez a également joué son rôle, déviant le coup de pied de Kingsley Coman et distrayant Aurélien Tchouaméni. Avant de passer à l'homme principal de la compétition, nous aimerions commenter la performance de Kylian Mbappé. Il a littéralement donné de l'espoir à son pays dans une situation où tout semblait désespérément perdu. Son deuxième but est vraiment un chef-d'œuvre. Après tout, marquer un triplé en finale de la Coupe du Monde et subir une défaite est un test psychologique difficile. Mais n'oubliez pas que Kylian n'a que 23 ans, il est déjà champion du monde et il est devenu le soulier d'or du tournoi de cette année avec 8 buts marqués et le gars a encore toute une carrière devant lui. Vous l'avez bien deviné, nous aimerions parler séparément du génie de Léo Messi. Quant à la finale, c'était la performance d'une vie, un doublé, ainsi que son implication dans une brillante combinaison offensive et un impact constant sur le résultat tout au long de la confrontation. La finale de la Coupe du Monde 2022 a probablement été la meilleure prestation de Messi parmi toutes les grandes finales auxquelles il a participé. Peut-être qu'on ne peut mettre la finale de la Ligue des Champions 2011 qu'à côté. En plus de 2 tirs précis, Léo a réalisé un total de 86 touches, dont 5 dans la surface adverse, a réalisé 5 tirs et délivré 2 passes décisives. Le prix de l'homme du match n'a pas été une surprise. Au total, Messi a remporté 5 de ses prix lors de ce tournoi, qui est devenu un record absolu dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il est également devenu le premier joueur de l'histoire à marquer à toutes les étapes d'une même édition de la Coupe du Monde. Inutile de dire que Léo a également été sélectionné comme le meilleur joueur de la compétition, même si tout le monde n'était intéressé que par le moment emblématique où il a finalement soulevé un trophée aussi convoité au-dessus de sa tête. Des émotions, des célébrations avec les coéquipiers et les membres de la famille, la joie des fans, des danses dans les vestiaires et des moments d'émotion qui ne peuvent être exprimés par aucun mot possible. Lionel Messi, avec le trophée de la Coupe du Monde dans ses mains, fait le cas le plus important de justice rendu au football et nous sommes heureux d'avoir été témoins de cet événement historique. Eh bien, on parie sur un baby-boom en Argentine dans 9 mois. Par ailleurs, Léo a fait une déclaration en voyant au 7e ciel des millions de ses supporters du monde entier. Je ne me retire pas de l'équipe nationale argentine, je veux continuer à jouer en tant que champion, a déclaré Messi dans l'interview d'après-match. Partagez vos émotions de la finale dans les commentaires ci-dessous. Écrivez lesquels sont les moments les plus mémorables du tournoi selon vous. Désormais, la Coupe du Monde 2022 peut officiellement être écrite dans les livres d'histoire comme une histoire avec une fin heureuse. Eh bien, la chaîne Un Autre Football était avec vous. Nous reviendrons bientôt car le monde du football ne s'arrêtera pas. Restez connectés.